L'héritage du silence. Certaines blessures ne guérissent jamais. Elles s'enfouissent simplement plus profondément avec le temps, comme des racines invisibles qui continuent d'empoisonner la terre. Pendant 30 ans, l'arc Mandénal a porté la sienne une douleur muette, taillée dans la conviction que son père était un homme trop brisé pour aimer sa propre fille. Le jour où il mourut, elle ne versa pas une larme. Elle l'avait déjà pleuré depuis longtemps, à force d'absence et de silence. Mais un matin d'octobre, le téléphone sonna dans sa petite cabine de montagne, et tout bascula. Elle fendait du bois derrière la maison, le souffle mêlé à la vapeur froide. La hache décrivait un arc parfait avant de retomber, fendant la bûche dans un craquement net qui résonna comme un écho du passé. Elle essuya la sueur de son front, malgré la brise glacée, et empila les morceaux sur le tas déjà bien formé. Autour d'elle, le monde était en ordre, les plates-bandes couvertes de paillis, la cave pleine de bocaux et de venaisons séchées, le réservoir d'eau alimenté par les pluies de septembre. Elle avait bâti cette vie de solitude comme une forteresse. Le téléphone, un vieux modèle à clapet qu'elle ne gardait que pour les urgences, reposait sur le rebord de la fenêtre. Il n'avait pas sonné depuis des semaines. Le bruit, strident et soudain, brisa la paix des pins et fit sursauter les oiseaux. Elle posa la hache, entra dans la cuisine et répondit, un peu méfiante. « Oui. » Madame Mandénal, demanda une voix polie, professionnelle, lisse comme du papier administratif. « C'est moi. Je suis David Ortega, avocat au cabinet Blackstone et Associates, à Kalispell. Je vous appelle concernant la succession de Robert James Mandénal. C'était bien votre père, n'est-ce pas ? Le nom résonna dans sa tête comme un caillou jeté dans un puits sans fond. Elle resta un moment silencieuse, le regard perdu vers la vallée qui s'étendait sous sa cabane. Au loin, la ligne des monts Absaroka se découpait dans la lumière d'automne, semblable à l'échine d'une bête endormie. C'était lui, finit-elle par répondre. Je suis désolé pour votre perte, poursuivit Ortega. Votre père est décédé il y a 2 semaines à l'hôpital des anciens combattants de Missoula. Nous avons eu du mal à vous joindre. Elle ne ressentit rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas même ce picotement d'émotions que l'on feint parfois par politesse. Son père n'était plus qu'un fantôme depuis bien longtemps. La dernière fois qu'elle l'avait vu, elle avait 26 ans, le jour de l'enterrement de sa mère. Il s'était tenu à distance, raide dans son uniforme, et quand la cérémonie s'était terminée, il était parti sans un mot. Elle n'avait pas essayé de le retenir. « Que attendez-vous de moi » demanda-t-elle simplement. « Eh bien. Votre père a laissé un testament. Vous en êtes l'unique bénéficiaire. Il reste quelques biens nécessitant votre présence. » L'arc eut un rire bref, sans joie. « Des biens ? Mon père n'avait rien. Un petit appartement à Missoula, un vieux camion et un emploi à temps partiel dans une société de sécurité. Que pourrait-il bien me léguer ? » L'avocat marqua une pause. « Un bien immobilier, répondit-il enfin. En réalité, une île. » Le mot flotta dans l'air comme une fumée irréelle. « Une île ? Oui. Située sur le lac Prospect, à environ 40 miles au nord-ouest de Whitefish. 8 acres, avec une construction à un ancien pavillon de chasse, semble-t-il. D'après nos archives, la propriété est au nom de votre père depuis 1974. Il marqua une courte hésitation avant d'ajouter. Le testament précise une clause, vous devez visiter la propriété dans les 30 jours suivant son décès, sans quoi elle reviendra à l'état. L'arc s'assit lentement à la table de sa cuisine. Ses genoux tremblaient. Une île. Son père avait possédé une île pendant 50 ans et ne lui en avait jamais parlé. Madame Mandénal ? Vous êtes toujours là ? Oui, répondit-elle faiblement. Je peux vous envoyer les documents par courrier, mais il serait préférable que vous veniez à Kalispell. Il y a également un coffret de sûreté contenant une clé et d'autres papiers laissés à votre nom. Elle regarda autour d'elle. Les murs de bois, les couvertures cousues à la main, les étagères pleines de bocaux de tomates et de cornichons, la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux. Elle n'avait pas quitté cette montagne depuis 3 ans. La dernière fois, c'était pour acheter de la farine et des piles à Emory, à 15 miles de là. La foule et le bruit l'avaient oppressée, comme si chaque respiration lui coûtait un effort. Mais cette fois, ce n'était pas pour survivre qu'elle devait descendre. C'était pour comprendre. J'irai, dit-elle enfin. La route jusqu'à Kalispell traversait des vallées givrées et des forêts de mélèzes rougies par l'automne. La vieille camionnette Ford haletait dans les montées,
et Lark gardait les mains crispées sur le volant. Le monde moderne l'agressait, le vrombissement des moteurs, les panneaux publicitaires, la vitesse. À chaque feu rouge, elle se demandait ce qu'elle faisait là, hors de son refuge. Quand elle arriva en ville, la lumière déclinait déjà sur les rails près desquels se dressait l'immeuble en briques où travaillait l'avocat. David Ortega l'accueillit avec un sourire réservé. Il devait avoir la quarantaine, vêtu d'un costume impeccable qui contrastait avec sa veste élimée et ses bottes maculées de poussière. S'il remarqua sa maladresse, il n'en dit rien. Sur son bureau, il étala les documents, le testament, le titre de propriété, un plan dessiné à la main, et une petite clé en laiton terni, accrochée à une ficelle de paracorde effilochée. L'île n'est accessible que par l'eau, expliqua-t-il. Il existe un point d'accès public sur la rive nord du lac. Votre père y gardait un canoë, mais je ne peux garantir qu'il soit encore en état. Le pavillon date du milieu des années 70. D'après nos registres, il n'a plus été entretenu depuis des années. Les impôts ont été payés automatiquement grâce à un compte créé il y a longtemps. Il la regarda avec une pointe de curiosité. Pour être franc, Madame Mandenal, je ne sais rien de plus. Votre père était un homme réservé. Lark prit la clé. Elle était lourde, froide, légèrement oxydée. A-t-il dit pourquoi il me laissait cela, demanda-t-elle. Ortega hésita, puis ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Il a laissé une note. Elle vous est adressée. Lark la prit sans un mot. Le papier portait une écriture ferme, familière malgré les années. Elle sentit sa gorge se serrer, comme si les mots, encore scellés, avaient déjà commencé à la fissurer. Le lendemain, elle se mit en route vers le lac Prospect. La route serpenta à travers des paysages sauvages, sapins noirs, rochers polis par le vent, torrents d'argent filant vers les plaines. Plus elle s'éloignait de la ville, plus la paix revenait. Le silence lui était familier, ce silence qui n'est pas absence, mais présence dense du monde. Elle arriva à la rive nord en milieu d'après-midi. Le ciel, d'un bleu glacé, se reflétait sur les eaux calmes. À quelques mètres du débarcadère, un vieux canoë reposait sur la berge, renversé et couvert de mousse. Le bois était humide mais encore solide. Elle le remit à l'endroit, plaça la clé dans sa poche et poussa doucement sur l'eau. La traversée fut longue et lente. Le vent soulevait des rides sur la surface du lac. Les montagnes, tout autour, semblaient veiller sur elle. Quand enfin l'île apparut, elle eut l'impression de pénétrer dans une autre époque. Les pins s'inclinaient au-dessus d'un rivage étroit, et à travers leurs branches, elle distingua les contours d'un vieux pavillon de bois, affaissé, rongé par les saisons. Elle tira le canoë sur la grève et posa le pied sur la terre. Une odeur de mousse et de résine lui emplit les poumons. Le silence y était différent, plus dense encore, presque sacré. La porte du pavillon grinça sous sa main. À l'intérieur, la poussière formait un voile argenté sur les meubles. Sur une table, un album photo attendait, entrouvert. Les images montraient un homme plus jeune, souriant, tenant une fillette blonde dans ses bras. Elle reconnut son visage d'enfant, éclatant de joie, avant que la vie ne se referme sur elle. Plus loin, dans un tiroir, elle découvrit un carnet à la couverture de cuir. Les pages racontaient des jours passés ici, des réflexions, des regrets, des aveux à demi murmurés. Chaque mot semblait effacer un peu du mur qu'elle avait bâti entre eux. Sur une poutre, une carte était gravée au couteau, des sentiers, des repères, et une croix marquée au centre de l'île. Son père avait caché bien plus qu'un secret matériel. Il avait laissé une trace, un message que seule elle pouvait déchiffrer. Lark referma le carnet, s'assit sur le plancher, et laissa le vent entrer par la fenêtre brisée. Pour la première fois depuis des décennies, elle sentit quelque chose s'ouvrir en elle. Pas du pardon encore, mais une fissure, mince et nécessaire, par laquelle la lumière commençait à passer. Elle leva les yeux vers les montagnes, et le murmure du lac sembla lui répondre. Peut-être que certaines blessures ne guérissent pas. Mais parfois, elles cessent enfin de saigner. Elle resta immobile un instant, observant l'enveloppe que l'homme lui tendait. Son nom y était inscrit d'une écriture carrée, ferme et reconnaissable entre mille, celle de son père. Elle ne l'ouvrit pas. Ses doigts tremblaient imperceptiblement tandis qu'elle la repliait soigneusement et la glissait dans la poche intérieure de sa veste. « J'aurai besoin d'indications pour rejoindre le lac, dit-elle simplement. L'après-midi déclinait quand elle prit la route vers le nord-ouest. La lumière oblique du soleil traversait les pins, jetant sur l'asphalte des ombres mouvantes. La route serpentait à travers les forêts nationales,
longeant les sentiers qu'elle avait parcourus autrefois, à l'époque où sa mère était encore en vie, où les étés avaient le goût de liberté, de fumée de bois et de rire autour du feu. Dans ses souvenirs, son père était là aussi, mais toujours à la périphérie et silencieux, distant, comme s'il observait la vie sans jamais y prendre part. C'était sa mère qui lui avait tout appris, comment allumer un feu avec des écorces humides, reconnaître les traces d'animaux, se fondre dans les bois sans troubler le chant des oiseaux. Elle avait cette chaleur naturelle, cette douceur mêlée de force tranquille. Lark, elle, avait hérité de ses mains longues et solides, de son goût du silence et de la solitude. Mais là où sa mère trouvait la paix, Lark portait en elle une agitation qu'elle n'avait jamais su nommer, un besoin de partir, de comprendre, de creuser sous la surface du monde. Quand sa mère était morte d'un anévrisme à 49 ans, le monde de Lark s'était effondré d'un seul coup. Elle n'avait que 16 ans. La colère s'était logée en elle comme un éclat de verre. Et son père, incapable de pleurer ou de parler, s'était refermé sur lui-même. Il partait au travail, revenait, s'asseyait dans son fauteuil devant la télévision, muet. Un soir, Lark avait explosé. « Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne pleures pas ?» Il l'avait regardé avec ses yeux gris pâles, impassibles. Certaines choses, on les porte. C'est tout. Elle n'avait jamais oublié ces mots. 2 ans plus tard, elle avait quitté la maison sans se retourner. À présent, le lac apparut entre les arbres, éclatant et irréel, comme un morceau de ciel tombé sur la terre. Elle gara la voiture près d'une rampe en bois usée par les années. Le vent portait une odeur de résine et d'eau froide. Au loin, l'île se découpait, sombre et dense, au centre du lac. Sur le haillon d'un vieux pick-up, un homme taillait un morceau de cèdre. Son visage, tanné par le soleil, se plissa en la voyant approcher. « Vous êtes Lark ?» demanda-t-il. « Oui. »« Je m'en doutais. Ortega m'a prévenu que vous viendriez. »« Moi, c'est Thomas. Je garde un œil sur les lieux. Votre père et moi, on avait un accord, je m'assurais que personne ne touche à son canoë ni ne s'approche de l'île. En échange, il me laissait pêcher de son côté du lac. Vous le connaissiez bien ?» Thomas haussa les épaules. Assez. C'était un homme réservé, mais droit. Il venait souvent au début, puis de moins en moins. La dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire 5 ou 6 ans. Il aimait cette île, peut-être un peu trop. Les gens ne se cachent pas dans des endroits pareils sans raison. Soit il fuit quelque chose, soit il le protège. Un frisson parcourut Lark, plus froid que le vent. Le canoë? Là-bas, dans les saules. Je l'ai vérifié la semaine dernière. Il tiendra. Elle le trouva à demi enfoui sous un enchevêtrement de branches. La coque, couverte de mousse et de fientes d'oiseaux, semblait sur le point de pourrir. Mais lorsqu'elle le tira dans la lumière, elle découvrit un bois solide, sculpté à la main dans un seul tronc de cèdre. Sur la proue, 2 initiales à peine visibles, R.M. Robert Mandenal. Son père. Ses mains avaient façonné cette embarcation. Il avait glissé sur cette eau, pagayé jusqu'à cette île. Une partie de sa ville Y attendait encore. Lark chargea son sac, un duvet, une bâche, quelques provisions. La pagaie semblait étrangère d'abord, maladroite entre ses doigts, mais bientôt le rythme revint. Elle se souvenait. Les gestes d'autrefois, sur d'autres lacs, dans une autre vie. L'eau était si claire qu'elle voyait les pierres au fond, 15 ou 20 pieds plus bas, et les troncs submergés pareils à des ombres endormies. Seul le bruit régulier de la pagaie et le cri d'un balbuzard troublaient le silence. Une demi-heure plus tard, l'île se dressa devant elle. Les rives étaient abruptes, hérissées de roches et de pins serrés jusqu'à l'eau. Un petit quai penchait sur le côté, planches grisées et fentes béantes. Elle y attacha le canoë et posa le pied sur le bois qui gémissait sous son poids. Un sentier, presque effacé, montait à travers les arbres. Des cairns de pierre indiquaient encore le chemin. Elle suivit cette trace dans la lumière dorée de l'automne, entre les troncs de pin et de sapin, les rares trembles scintillant comme de l'or. La forêt respirait lentement. Le silence y avait une densité presque sacrée, seulement traversée par le bruissement du vent ou le clapotis lointain de l'eau. Et puis, elle la vit. La maison. Plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, 2 étages, un toit pentu, un large porche couvert. Construite de rondins taillés à la main, solide mais vieillie, elle semblait sortie d'un autre siècle. Le temps avait pourtant laissé son empreinte, le toit s'affaissait, des sections entières de la rambarde manquaient, et les vitres étaient ternies ou brisées. Elle monta lentement les marches du porche.
Chaque pas faisait gémir le bois. La clé en laiton tourna difficilement dans la serrure. Il fallut pousser de l'épaule pour que la porte cède enfin dans un soupir de plainte. L'odeur la frappa aussitôt, poussière, humidité, bois pourri, et cette senteur minérale de l'eau stagnante. La pièce principale s'ouvrait vaste devant elle, dominée par une cheminée de pierre monumentale. Un vieux canapé affaissé, une table renversée, des feuilles mortes amoncelées dans les coins. Et là, au-dessus du manteau de pierre, un éclat attira son regard. Des cadres. Elle s'approcha, essuya la vitre du revers de la main. Des photographies. Son père, jeune, souriant en uniforme militaire. Puis lui, à côté d'une femme inconnue brune, lumineuse, riant à quelque chose hors champ. Sur une autre photo, la même femme tenait dans ses bras un petit enfant emmitouflé dans un manteau d'hiver. 3 ou 4 ans, pas plus. Lark sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas sa mère. Ce n'était pas elle. Cette maison, cette île, appartenait à une autre vie de son père. Une autre famille. Elle resta là, figée, incapable de détourner les yeux. Les ombres du soir glissaient lentement sur les visages souriants derrière le verre. Elle chercha dans ces images une trace de mensonge, un signe de duplicité, mais elle n'y vit qu'une paix simple, un bonheur qu'elle ne lui avait jamais connu. Son père, cet homme de silence et de distance, avait su rire, aimer, construire une maison où régnait la douceur. Tout prenait une autre couleur. Ce n'était pas un refuge de solitude ou un abri de chasseurs. C'était un foyer. Les rideaux déchirés pendaient encore aux fenêtres, à motifs de fleurs sauvages. Un tapis râpé couvrait le plancher devant la cheminée. Des étagères, gorgées d'humidité, croulaient sous les livres gondolés, guides d'oiseaux, de plantes des montagnes du Nord-Ouest, un recueil de nouvelles de Jack London, et un petit album d'images d'ours pour enfants. Le poids de la trahison se posa sur sa poitrine comme une pierre. Lark avança pas à pas dans la maison, ouvrant les portes, découvrant les vestiges d'une vie cachée. Dans la cuisine, la cuisinière en fonte était rouillée, inutilisable. Les casseroles, encore suspendues à des crochets, portaient la marque du temps, calamine, poussière, silence. Sur la table, une tasse fendillée contenait un nid d'oiseaux abandonné. Chaque recoin murmurait une histoire qu'elle ne connaissait pas. Chaque objet semblait crier « Tu ne savais rien ». Lark s'assit un moment sur la marche du porche, face au lac qui s'assombrissait. Le vent soulevait à peine la surface de l'eau. Elle sortit l'enveloppe de sa poche. La calligraphie de son père lui sembla soudain étrangère, presque hostile. Elle hésita à l'ouvrir. Était-ce une explication, une confession, ou une ultime énigme? Le jour déclinait. Le ciel se teintait de cuivre et d'indigo. Une oie sauvage passa, son cri se répercutant dans les montagnes. Lark inspira profondément. L'air était froid, coupant, mais vivant. Devant elle, l'île semblait retenir son souffle, comme si les arbres même attendaient qu'elle fasse le premier pas vers la vérité. Elle tenait toujours l'enveloppe, mais pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait ni colère ni peur. Seulement une étrange paix, mêlée d'appréhension. Le passé venait de s'ouvrir devant elle vaste, silencieux, impitoyable et au fond d'elle, Lark savait qu'elle ne repartirait pas avant d'avoir compris ce que son père avait voulu lui dire. Les placards pendaient ouverts, révélant des boîtes de conserve si anciennes que leurs étiquettes n'étaient plus que des ombres de couleur, des fantômes effacés par le temps. Au-dessus de l'évier, un calendrier demeurait suspendu, ses pages jaunies et cassantes. Juillet 1987. 37 ans figés, comme si le temps s'était arrêté au milieu d'un souffle. Au-delà de la cuisine, un couloir étroit menait à 2 chambres. La première, minuscule, était clairement celle d'un enfant. Un cadre de lit jumeau soutenait les restes effondrés d'un matelas, dont les ressorts perçaient le tissu fané. Sur une étagère, quelques jouets demeuraient, un camion en bois, un lapin en peluche auquel il manquait une oreille, et une boîte de crayons de cire renversée sur le sol, formant un arc-en-ciel figé, fondu dans la poussière. Au-dessus du lit, des dessins étaient encore épinglés au mur, leurs feuilles recroquevillées et tachées de moisissures. Lark s'en approcha lentement, craignant presque que les images ne se désagrègent sous son regard. Le premier dessin représentait 3 silhouettes à bâton, un homme, une femme, et une petite fille vêtue d'une robe en triangle, un sourire esquissé d'un simple trait courbe. Le second montrait une montagne et un lac, tracés avec soin, l'eau remplie de nuances bleutées. Le troisième dessinait un grand arbre, ses branches pleines de ce qui pouvaient être des oiseaux ou des feuilles, et, sous cet arbre, les mêmes 3 personnages, assis côte à côte.
Dans un coin, en lettres maladroites d'enfant, on pouvait lire « Love, Rosie ». Rosie. Le nom vibra dans l'esprit de Lark comme une note oubliée. Rosie. Son père avait eu une fille prénommée Rosie. Ses mains tremblèrent alors qu'elle décrochait délicatement le dessin du mur. Le papier vint facilement, les punaises depuis longtemps rouillées. Elle le leva vers la lumière filtrant par la fenêtre, étudiant les visages simples, sans trait ni expression, mais dont la proximité trahissait quelque chose qu'elle-même n'avait jamais connu avec son père, un lien, une appartenance, une chaleur silencieuse. Elle posa le dessin avec précaution et passa à la deuxième chambre. Celle-ci était plus vaste, dominée par un lit double et une commode penchée contre le mur du fond. Dans le placard ouvert, des vêtements d'homme étaient encore suspendus, chemise de flanelle, pantalon de toile, une ceinture de cuir pendue à un crochet. Elle reconnut immédiatement ce style. Son père s'était toujours habillé ainsi pratique, solide, sans fioritures, fidèle à une vie où rien n'était gaspillé. Lark ouvrit les tiroirs de la commode un à un. Des chaussettes, des sous-vêtements, quelques chandails de laine. Dans le dernier tiroir, sous un tas de sous-vêtements thermiques usés, ses doigts rencontrèrent un objet dur. Elle tira doucement une boîte de pêche en métal vert, rongée par la corrosion. À l'intérieur, les leurres brillaient faiblement et cuillères, hameçons, mouches soigneusement attachées, petits plombs bien rangés. Tout était ordonné, entretenu, prêt à servir. Elle l'imagina, son père, assis sur le perron au petit matin, nouant une mouche au bout d'une ligne, enseignant à un enfant l'art de lancer. L'image était si nette, si réelle, qu'elle en eut mal au cœur. Elle referma la boîte et s'assit au bord du lit. Le sommier grinça sous son poids. Par la fenêtre, elle apercevait le lac s'étendre vers les montagnes lointaines, sa surface dorée par la lumière du soir. C'était paisible ici, presque sacré. Le genre d'endroit où quelqu'un aurait pu fuir le monde, ou en bâtir un nouveau. Mais alors, pourquoi n'avait-il jamais rien dit? Pourquoi lui avait-il laissé croire qu'il était seul? Qu'elle l'était aussi, quand tout cela existait? Elle retourna dans la pièce principale, attirée à nouveau par les photographies suspendues au mur. Elle décrocha celle où son père apparaissait aux côtés d'une femme et la retourna. Au dos, d'une écriture qu'elle reconnut aussitôt, V et moi, juin 1973. La lettre V. Le prénom commençait par V. Lark plia soigneusement la photo et la glissa dans la poche de sa veste. Puis, déterminée, elle reprit l'exploration du chalet. Il devait bien rester autre chose. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Ils laissent des fragments, des indices, des explications, même incomplètes. Lorsque la lumière du jour commença à faiblir, elle dégagea un espace près de la cheminée et déroula son sac de couchage. Elle avait prévu l'essentiel, allumettes, petits bois, un peu de patience. Malgré les années, la cheminée tirait encore. Bientôt, un feu crépita doucement, repoussant le froid qui semblait suinter des murs. Elle fit chauffer de l'eau pour du thé et mangea un repas frugal de viande séchée et de biscuits. Ses pensées tournaient en rond, obstinées. Qui était V? Qui était Rosie? Et pourquoi son père les avait-il cachés? Elle tenta de reconstituer la chronologie. La photo datait de 1973. Lark était né en 1967. Son père était donc encore marié à sa mère à cette époque depuis au moins 6 ans. Le calendrier dans la cuisine affichait 1987. Elle avait alors 20 ans, déjà indépendante, déjà en train de bâtir sa propre cabane dans les montagnes. Sa mère était encore vivante. Avait-elle su? Avait-elle deviné? Cette idée la traversa comme une lame. Elle la repoussa aussitôt, préférant se concentrer sur le feu, sur la danse lente des flammes qui tordaient les ombres au plafond. En ajoutant une bûche, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, près du canapé, à moitié enfoui sous un tas de feuilles sèches, un vieux journal. Elle le ramassa et enleva délicatement la poussière. Le papier était fragile, presque translucide, l'encre à demi effacée, mais la date demeurait lisible, 15 août 1987. Elle le déplia, s'attendant à trouver des nouvelles sans intérêt de prévisions météo, annonces locales. Mais dans la marge, quelqu'un avait écrit des notes au crayon, une écriture petite et nerveuse. Celle de son père. Rosie ne veut plus me parler. 3 jours déjà. Je ne sais pas comment réparer ça. Il faut que je la protège. Ils ne doivent jamais savoir. V saurait quoi faire. Mon Dieu, comme elle me manque. Lark sentit son souffle se bloquer. Ses mots griffonnés dans la hâte, brisés, exprimaient une douleur nue.
Elle retourna la page, cherchant d'autres traces. Tout au bas, une dernière ligne traversait la première page. Cet endroit devait être pour nous. Maintenant, il n'est plus qu'un rappel de ce que j'ai détruit. Elle posa le journal, pétrifiée. Les mots résonnaient dans la pièce silencieuse comme la confession d'un homme hanté par ses fautes. Dans les marges d'un vieux papier, son père lui parlait d'un amour perdu, d'une enfant à protéger, d'un secret qu'il avait emporté dans la tombe. Rosie. Ce prénom prenait une densité nouvelle. La petite fille des dessins. Celle de la photographie. Sa sœur. La pensée s'imposa avec la lenteur d'une évidence. Elle avait une sœur ou une demi-sœur, peut-être, une enfant qui avait vécu ici, qui avait connu leur père autrement, qui avait reçu de lui cette tendresse qu'elle n'avait jamais ressentie. Dehors, le vent se leva, faisant claquer les vitres brisées et gémir les murs. Le feu vacilla, projetant sur les murs des silhouettes mouvantes. Lark rapprocha son sac de couchage et s'y glissa, les yeux grands ouverts vers le plafond. Elle ne dormit pas. Toute la nuit, elle écouta l'île respirer le craquement des arbres, le ululement lointain d'une chouette, le murmure de l'eau contre les pierres. Dans cette symphonie d'ombre et de silence, elle pensa à son père, tentant de concilier deux images inconciliables, l'homme distant qu'elle avait connu et celui qui avait bâti ce refuge pour une autre famille, qui avait aimé une femme prénommée V, qui avait protégé une enfant nommée Rosie. Qui était-il vraiment? Et surtout, de quoi fuyait-il? Lorsque l'aube effleura l'île, la décision était prise. Elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas compris. Le jour se leva lentement, tissant des rayons gris à travers les pins. L'arc se redressa, les muscles raidis, le visage engourdi par le froid. Le feu n'était plus qu'un amas de cendres et de braise. Elle le raviva avec méthode, ajoutant du petit bois jusqu'à ce que la flamme reprenne, vive et claire. Puis elle fit chauffer de l'eau pour un café. Ce geste simple, familier, l'enracina dans le présent. Dehors, le vent s'était apaisé. Le lac s'étirait, lisse et argenté, reflétant la pâle lumière du matin. Le monde semblait attendre avec elle, suspendu. Elle savait désormais que chaque pierre, chaque recoin de cette cabane recelait une part de la vérité. Et qu'en les déterrant, elle ne retrouverait pas seulement les secrets de son père, mais peut-être aussi les fragments manquants d'elle-même. Elle avait besoin d'occuper ses mains pour laisser son esprit assembler les morceaux du puzzle que son père avait laissé derrière lui. Toute la matinée, Lark fouilla le pavillon méthodiquement, pièce après pièce, avec la patience forgée par des années de solitude. Dans la chambre d'enfant, elle prit davantage de temps qu'à son arrivée la veille. Les jouets sur l'étagère, les crayons fondus sur le plancher, les dessins accrochés au mur, tout devint pour elle une trace du passé, un témoignage fragile. Elle décrocha les feuilles une à une, les étala sur le sommier dans l'ordre qu'elle croyait chronologique, jugeant par la progression maladroite mais touchante du trait. Les premiers dessins n'étaient que formes sans contour, couleurs dispersées comme des pensées d'enfant. Puis vinrent les silhouettes en bâton aux toujours trois, toujours main dans la main. Les derniers montraient plus de maîtrise, une maison semblable au pavillon, un canot glissant sur un lac, un cerf immobile entre les pins. Sur l'un, une fillette aux cheveux sombres se tenait près d'un homme tenant une canne à pêche. Il souriait. Dans le coin, une signature revenait à chaque fois, avec amour, Rosie. Lark effleura les lettres du bout du doigt. Rosie avait vécu ici. Elle avait dormi dans ce lit, joué avec ses jouets, ri peut-être entre ses murs avant de partir ou d'être emmenée, laissant la maison sombrer lentement dans l'abandon. Lark ouvrit les tiroirs de la commode avec plus d'attention. Dans le fond du premier, derrière une pile de t-shirts minusculés de jeans passés, elle trouva une photographie, une fillette d'une dizaine d'années posant sur le quai, vêtue d'une salopette et d'une veste verte. Ses cheveux sombres attachés en queue de cheval, son regard direct et sérieux, presque miroir du sien à cet âge. Au dos, une inscription, Rosie, été 1984. Lark fit rapidement le calcul, né vers 1974. Rosie aurait aujourd'hui environ 50 ans, une femme quelque part dans le monde, peut-être mère, peut-être grand-mère. Si elle était encore en vie. Ce simple si fit naître un frisson. Elle avait une sœur. Une sœur que leur père avait cachée, tout comme il avait caché cet endroit. Elle glissa la photo dans sa poche et retourna à la cuisine. Les vieilles conserves, figées sur les étagères, semblaient la juger. La plupart n'étaient plus que boîtes rouillées, mais quelques-unes avaient survécu, tomates, haricots verts, pêche au sirop épais. Les dates indiquaient 1985, 1986, 1987. Quelqu'un avait rempli ces étagères avant de tout laisser derrière.
Son regard fut attiré par le calendrier jauni accroché au mur, juillet 1987. Elle le décrocha avec précaution. Certaines dates portaient un X tracé au crayon, les 3, 10 et 17. Une régularité, peut-être des visites, des départs. Mais sur le 24 juillet, un cercle appuyé entourait un seul mot, parti. Qui était parti ce jour-là? Rosie? Son père? Quelqu'un d'autre? Elle remit le calendrier en place, s'accroupit pour explorer les placards sous l'évier. Là, entre la rouille et les toiles d'araignée, elle découvrit une petite boîte en bois clair. Simple, sans vernis, fermée d'un loquet de laiton. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, une trentaine d'enveloppes liées par un élastique qui se désagrégea aussitôt. Toutes portaient l'écriture reconnaissable de son père. L'encre avait pâli, certaines lettres étaient tachées d'eau. Lark les étala sur le comptoir et lut les adresses, toutes destinées à Rosie, sans nom de famille. Mais chaque fois, une adresse différente: Seattle, Portland, Spokane, Boise, autant de points dispersés dans le nord-ouest américain. Les cachets de la poste s'échelonnaient de 1988 à 2003, 15 années de lettres envoyées à une fille qui semblait fuir, déménager sans cesse, ou simplement refuser d'être trouvée. Lark prit celle datée d'avril 2003, la plus récente, adressée à Tacoma. L'enveloppe était ouverte. Elle déplia la feuille à l'intérieur. Chère Rosie. Je ne sais pas si tu liras ces lignes, mais je les écris quand même. 16 ans ont passé depuis ton départ de l'île. Je comprends pourquoi tu es parti. Je comprends aussi pourquoi tu refuses de me voir. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Désolé pour les choix que j'ai faits, pour ce que je n'ai pas su te donner. Désolé d'avoir cru qu'en cachant, je protégeais. Ta mère méritait mieux. Toi aussi. Je retourne parfois sur l'île, même si c'est devenu difficile. Mes genoux me rappellent que les années passent, et chaque coup de rame semble plus long. À chaque visite, je me promets de réparer la maison, de la rendre comme avant. Mais au lieu de travailler, je m'assois sur le perron et je me souviens. J'espère que tu es heureuse, Rosie. Que ta vie est pleine et apaisée. J'espère que tu m'as pardonné, même si je ne l'entends jamais de ta bouche. Avec tout mon amour. Papa. Lark relut la lettre plusieurs fois avant de la ranger soigneusement. La voix qui s'en dégageait n'était pas celle du père qu'elle avait connu. Elle y percevait une douceur, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais laissé paraître. Comme s'il avait été deux hommes, et qu'elle n'en ait connu qu'un seul. Elle examina les autres lettres. La plupart restaient scellées, vierges d'ouverture. Des années d'appels sans réponse. 15 ans de silence. Lark sentit une lourdeur dans la poitrine, celle d'une filiation refusée, d'un amour perdu dans le vide postal. Elle comprenait trop bien ce vide. Elle aussi avait mis de la distance, choisi les montagnes, la solitude, le silence. Mais elle, au moins, avait choisi. Rosie, elle, avait été cachée, élevée dans un secret que personne n'aurait dû porter. Et quand elle avait fui, leur père avait passé le reste de sa vie à tendre la main à travers des lettres qu'elle n'ouvrirait jamais. Lark rangea les enveloppes dans la boîte et la déposa près de la cheminée. Elle devait réfléchir, assembler ce que tout cela signifiait. Puis elle sortit, attirée vers le quai. Le lac, immobile, reflétait le ciel comme un miroir sans faille. Lark s'assit au bord, les jambes suspendues au-dessus de l'eau. Le silence de la nature enveloppait tout, paisible mais chargé d'un poids invisible. Son père avait aimé deux familles. Ou peut-être n'en avait-il aimé qu'une seule et supporté l'autre par devoir. Elle ne savait plus. Cette incertitude la laissa suspendue, comme au bord d'un précipice. Elle pensa à sa mère douce, patiente, si présente. Avait-elle su? Avait-elle pressenti cette autre vie, cette autre fille? Ou bien avait-elle vécu, elle aussi, dans l'ombre d'un secret qu'elle ne voulait pas voir? Les questions tournaient sans fin, vaines, jusqu'à ce que le soleil descende derrière la ligne des pins. Quand la lumière se fit dorer, Lark se leva, déterminé à poursuivre la fouille. Il restait des réponses à trouver dans cette maison en ruine. Et elle les trouverait. Au matin, le lac était calme, couvert d'une brume légère. Lark rangea ses affaires dans le canot et regagna la rive. L'île lui avait offert des fragments, mais pas encore le tableau complet. Elle avait besoin de contexte, de traces officielles, de tout ce qui pourrait relier la vie cachée de son père au monde au-delà de l'eau. Elle prit la route vers Whitefish, un petit bourg à une trentaine de kilomètres.
Entre un magasin de bricolage et un café, elle trouva la bibliothèque municipale, un bâtiment étroit à la façade de briques, refuge discret de papier et de silence. À l'intérieur, le murmure du chauffage se mêlait au froissement des pages. Derrière le comptoir, une femme âgée leva la tête. Ses cheveux gris acier étaient tirés en chignon, ses lunettes suspendues à une fine chaînette. Son regard accueillant mais prudent suivit Lark qui s'approchait. La poussière du voyage collait encore à ses manches, et la fatigue de la découverte pesait dans ses yeux. Ce qu'elle allait chercher ici, elle l'ignorait encore. Mais quelque part, entre les registres oubliés, les archives locales et les microfilms jaunis, se cachait peut-être la clé de toute une vie effacée, celle d'un père double, d'une sœur invisible, et d'un passé qui refusait de mourir. Dans le silence feutré de la bibliothèque du comté, Lark s'avança vers le comptoir où une femme d'âge mûr, lunettes au bout du nez, classait des dossiers. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose » demanda-t-elle. « Oui. Je cherche des registres fonciers » répondit Lark. Plus précisément ceux concernant une île sur le lac Prospect. Elle aurait été achetée en 1974. Un léger tressaillement passa sur le visage de la bibliothécaire, un mélange d'étonnement et de prudence. Prospect Lake. C'est assez isolé, là-bas. Peu de propriétés dans ce coin. Elle se leva, fit signe à Lark de la suivre jusqu'à un ordinateur dans un coin de la salle. Nous avons les registres du comté numérisés à partir de 1970. Vous pouvez faire une recherche par localisation ou par nom du propriétaire. Lark s'assit, inspira profondément et tapa lentement « Robert James Mandenal ». Un seul résultat apparut à l'écran. Achat de terrain daté du 15 mars 1974, pour 8 acres sur Prospect Lake. Le terrain était alors décrit comme « non développé ». Prix d'achat, $12 000, réglé comptant. Elle resta immobile quelques secondes, le regard fixé sur la ligne froide de texte. L'année précédente, son père avait épousé sa mère. Il avait donc acquis l'île avant même de s'engager dans la vie qu'elle avait connue. Elle imprima le document et l'examina longuement, rien d'anormal, aucune mention inhabituelle, aucun indice expliquant pourquoi son père avait choisi cette île perdue ni ce qu'il projetait d'y construire. Une transaction ordinaire, consignée puis oubliée. « Avez-vous trouvé ce qu'il vous fallait » murmura la bibliothécaire, apparue à ses côtés aussi silencieusement qu'un chat. « Presque, » répondit Lark. Elle hésita, puis ajouta, « Savez-vous quelque chose sur cette île ? Sur ceux qui auraient pu y vivre » La femme fronça légèrement les sourcils. « Je vis ici depuis 43 ans. Je connais la plupart des familles du coin, du moins de nom. Mais Prospect Lake, c'est un monde à part. Les gens là-bas restent entre eux. » Elle s'interrompit un instant, comme si elle pesait ses mots. « Vous avez un lien avec les Mandenal » ? « Oui. Il était mon père. Robert Mandenal. » La femme hocha lentement la tête. « Je me souviens de lui. Un homme discret. Il ne venait pas souvent en ville, mais quand il le faisait, il était toujours poli. Gardait ses affaires pour lui. » Son regard glissa vers la feuille imprimée que Lark tenait entre ses doigts. « Cette île, je me suis souvent demandé ce qu'il y faisait. Il passait parfois acheter des provisions, puis repartait sans un mot. C'était il y a longtemps, dans les années 80, peut-être le début des années 90. Puis il a cessé de venir. J'ai cru qu'il avait vendu ou qu'il était mort. Il est mort il y a 2 semaines, dit Lark doucement. Je suis désolé. » L'expression de la bibliothécaire se fit plus douce. C'est lui qui vous a légué l'île, n'est-ce pas ? Oui. La femme hocha la tête, comme si cette réponse confirmait une vieille intuition. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Elle fit quelques pas, puis se ravisa. Il y avait une femme, vous savez. Elle venait parfois avec lui. Cheveux foncés, très belle. Et une enfant avec eux, une petite fille. Lark sentit son cœur accélérer. Vous vous souvenez de l'époque ? Fin des années 70, peut-être début 80. Et puis, un jour, il n'est plus venu qu'avec la petite. La femme et l'enfant ont disparu. On ne les a jamais revus. Lark sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous souvenez-vous de son nom ? Non, désolé. C'était il y a si longtemps. Mais je me rappelle qu'elle était gentille. Toujours un sourire, toujours un mot aimable. Elle marqua une pause avant d'ajouter. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, là-bas. Lark la remercia et sortit de la bibliothèque.
L'air frais la frappa au visage, mais sa tête bourdonnait. La femme existait. Ce n'était plus une silhouette sur une photo ni un prénom sur une lettre jaunie, elle avait marché dans ces rues, parlé à ces gens. Elle avait fait partie de la vie de son père, bien réelle, avant de disparaître sans explication. Lark reprit la route du lac, les mains crispées sur le volant. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait incomplète. Elle devait comprendre ce qu'il s'était passé, Violet, Rosie, et la vie secrète que son père avait bâtie avant de tout abandonner. De retour sur l'île, la lumière du soir dorait les troncs des pins. Lark entra dans le pavillon. Un silence épais y régnait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Il ne lui restait qu'un endroit à explorer, le grenier. Dans le couloir, une trappe dissimulait une échelle pliante. Elle tira dessus, les charnières gémirent, soulevant un nuage de poussière. L'air du grenier était lourd, saturé d'odeurs de bois ancien et de renfermé. La lumière filtrait à travers les fissures du toit, découpant l'espace en répales où flottaient des particules argentées. Des boîtes s'alignaient contre les murs, leurs cartons déformés par le temps. Lark ouvrit la première avec précaution, des couvertures rapiécées, des courtes pointes cousues main, aux motifs presque effacés. Sous ces tissus, une pile d'albums photos aux couvertures rigides et craquelées. Elle en prit un, souffla la poussière, et l'ouvrit. Les pages racontaient une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Son père, jeune, souriant, se tenait à côté d'une femme aux cheveux sombres, violets. Sur une photo, ils étaient à une fête foraine, des lumières colorées en arrière-plan, un nuage de barbe à papa entre eux. Sur une autre, ils riaient sur une plage, la mer s'étendant à perte de vue derrière eux. Lark tourna les pages, fasciné. Rosie apparut bientôt, bébé emmailloté dans une couverture, puis fillette jouant sur le rivage, puis enfant dessinant avec sa mère dans le jardin de l'île. Chaque image respirait la douceur d'une vie simple et cachait un monde parallèle au sien. Jamais de maison de ville, jamais d'autres visages, juste le lac, les arbres, et trois êtres semblant appartenir à un autre temps. La dernière page portait une seule photographie, différente des autres. Un portrait en studio. Violet posait assise, les mains croisées sur ses genoux, le regard calme et profond. Une robe claire, un collier de perles. Au bas de la photo, une inscription manuscrite. Violet Reyes 1973. Lark sentit un pincement au cœur. Violet. Voilà son nom entier. Elle ferma l'album, ouvrit la boîte suivante. Des papiers s'y entassaient, factures, documents médicaux, reçus. Elle les parcourut avec fébrilité, cherchant un fil conducteur. Un hôpital. Des séjours longs. Des factures datées de 1982, puis de 1984. Et enfin, une feuille pliée soigneusement, jaunie par les ans. Certificat de décès. Violet Anne Reyes 3 août 1985. Cause, complications liées à un cancer de l'ovaire. Âge, 39 ans. Lark resta un long moment immobile, le document tremblant entre ses doigts. Violet était morte ici, ou tout près. Son père l'avait accompagnée, tentant de concilier deux vies, celle qu'il avait bâtie avec Violet et Rosie, et celle qu'il menait avec sa femme et Lark. La double existence d'un homme trop lâche pour choisir, trop aimant pour abandonner. Le poids de ce secret la frappa de plein fouet. Des années de mensonges, de silence, d'aller-retour entre deux mondes, jusqu'à ce que la mort rende cette illusion impossible à maintenir. Mais une question restait, qu'était devenue Rosie? Le vieux calendrier trouvé dans la cuisine marquait juillet 1987, 2 ans après la mort de Violet. Rosie vivait encore ici, seule avec son père. Puis, plus rien. Les lettres laissaient entendre qu'elle s'était éloignée, qu'elle refusait de le revoir. Mais pourquoi? Lark fouilla plus profondément dans les boîtes. Elle trouva des dossiers d'école, des documents d'enseignement à domicile, signés de la main de son père. Les progrès de Rosie étaient consignés avec une précision méticuleuse. Au fond de la dernière boîte, quelque chose d'autre attira son attention, un carnet en cuir, épais, à la couverture fissurée. Elle l'ouvrit. La première page portait la date du 1er janvier 1975, et l'écriture reconnaissable de son père. Ceci est le journal de la vie que je construis avec Violet et notre fille. Je sais que je devrais le dire à Lark. À sa mère. Mais je n'en ai pas la force. C'est ma faute, mon fardeau, et je le porterai seul. Lark sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle tourna les pages, lisant à la lumière filtrée par le toit.
Chaque ligne portait la trace d'un homme partagé entre amour et culpabilité, les premiers pas de Rosie, ses mots d'enfant, le jardin que Violet avait planté, les jours paisibles au bord du lac, les pêches miraculeuses, les hivers passés près du feu. Et, entre les lignes, la honte d'un homme qui avait voulu tout avoir, 2 vies, 2 amours, 2 enfants et qui avait fini par tout perdre. Lark referma le journal avec lenteur. Le crépuscule tombait sur le lac. Dehors, la brise agitait les branches des pins. Elle resta là, au grenier, entourée de fantômes. Son père, Violet, Rosie, 3 destins liés par le silence. Et elle, désormais, l'unique dépositaire de cette vérité enfouie. Pour la première fois, elle comprit que il n'était pas un simple héritage. C'était une confession. Sous le toit poussiéreux du grenier, Lark referma doucement le journal qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Les dernières lignes s'étaient éteintes comme la braise d'un feu trop longtemps laissé sans soin, je les aime toutes les deux. Comment choisir? Comment quitter l'une de ces vies sans tout détruire? Ces mots, écrits d'une main hésitante, semblaient flotter encore dans la pénombre. Le journal s'arrêtait en 1980, 5 ans avant la mort de Violet. Ce qui s'était passé après, son père ne l'avait pas noté. Ou bien, il l'avait consigné ailleurs, dans un autre cahier, peut-être trop douloureux pour être relu. Lark descendit lentement l'échelle du grenier, le carnet serré contre sa poitrine, et s'assit près du feu qui vacillait dans l'âtre. Dehors, la nuit enveloppait l'île comme une couverture de brume. Elle avait enfin trouvé des réponses, mais chacune ouvrait une nouvelle blessure. Son père avait aimé Violet. Il avait construit avec elle un monde parallèle, fragile et lumineux, qu'il avait dû cacher à tout prix. Il avait continué à vivre avec la mère de Lark, dans la même maison, dans la même vie, tout en appartenant en secret à une autre femme, à un autre amour. Et Rosie et leur fille, orphelines de mère, rejetées par un père trop lâche pour affronter la vérité, avaient fini par tourner le dos à tout cela, à ce mensonge qui les avait tous engloutis. Lark contempla longtemps les flammes. Pour la première fois, une étincelle de compréhension traversa la honte et la colère qu'elle portait depuis des années. Le silence de son père n'avait pas été indifférence. C'était la honte d'un homme partagé entre 2 vies et incapable de réparer ce qu'il avait brisé. Les 2 jours suivants, elle lut sans relâche à la lumière du feu. Les pages du journal révélaient un homme divisé, pris entre 2 foyers, 2 vérités impossibles à concilier. Les entrées étaient irrégulières, parfois quotidiennes, parfois espacées de plusieurs mois, comme si chaque mot coûtait un morceau de son âme. En 1975, il décrivait le premier anniversaire de Rosie, juste 3 sur l'île, un gâteau préparé dans le vieux poêle en fonte, des rires, du silence aussi. En 1976, il écrivait sur la neige et les traces d'animaux qu'il apprenait à reconnaître à sa fille. En 1977, il avait construit une balançoire près du quai, et Rosie chantait seule en se balançant tandis que Violet jardinait tout près. Ces scènes paisibles s'entremêlaient à des aveux sombres, les mensonges répétés à sa femme, les excuses inventées pour justifier ses absences, le poids croissant de la duplicité. Dans une entrée de septembre 1978, son père avait écrit « Je suis un lâche. Je prétends protéger tout le monde, mais je ne protège que moi-même. Si j'étais courageux, je dirais la vérité. Mais cette vérité détruirait tout, et je n'ai pas la force de reconstruire ce qu'elle briserait. » À partir de 1980, les lignes devinrent plus brèves, presque illisibles. Violet était malade. Les mots parlaient de rendez-vous médicaux, de traitements expérimentaux, d'un espoir qui s'effritait jour après jour. La dernière entrée, datée du 23 décembre 1980, disait simplement « Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle ne me blâme pas. Qu'elle savait ce qu'elle choisissait en acceptant cette vie cachée. Qu'elle préférait avoir une part de moi plutôt que rien. Je ne mérite pas son pardon, mais je le prends, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. » Lark ferma le carnet. Le feu s'était éteint, et le froid s'était insinué dans la pièce. Elle s'enroula dans son sac de couchage, les yeux fixés sur le plafond de bois noirci. Son esprit tentait de reconstituer la vie cachée de son père, ses allers-retours entre l'île et la maison familiale, entre 2 femmes, 2 vérités. Sa mère? Avait-elle su? Avait-elle deviné? Lark chercha dans ses souvenirs d'enfance le moindre signe, une tension, une ombre, un mot trop vite étouffé. Mais tout ce qu'elle revoyait, c'était la douceur calme de sa mère, sa constance, sa tendresse tranquille. Si des fissures avaient existé, elle avait été trop jeune pour les voir. Le lendemain matin, elle retourna dans le grenier. Elle savait qu'il restait des réponses,
enfouie quelque part sous la poussière et le silence. Les boîtes qu'elle avait déjà fouillées ne lui avaient donné que le début de l'histoire. Elle avait besoin de la fin. Pourquoi Rosie était-elle partie? Pourquoi l'île était-elle restée vide pendant presque 40 ans? Au fond, sous les combles, elle trouva une boîte oubliée, dissimulée derrière une poutre. À l'intérieur, d'autres journaux datés de 1981 à 1987. Elle les emporta près du feu et se remit à lire. Ces pages étaient différentes. Le ton y était brut, désarmé, sans détour. C'était la voix d'un homme brisé, incapable de faire son deuil au grand jour, prisonnier d'un secret que personne ne partageait. Il y parlait de sa douleur, de l'impossibilité de pleurer violet devant ceux qui ignoraient jusqu'à son existence. Il écrivait aussi sur Rosie, sur son silence, ses colères, son regard chargé de reproches muets. En 1986, il nota avoir ramené Rosie sur l'île, espérant sauver ce qu'il restait de leur lien. Mais le lieu sans violet était devenu un tombeau. L'adolescente passait ses journées enfermée dans sa chambre ou à marcher seule sur les sentiers, étrangère à son propre passé. Elle avait 15 ans, assez vieille pour comprendre la trahison, assez blessée pour s'en défendre par le rejet. En juin 1986, il confessa. Elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé d'elle, pourquoi elle ne pouvait pas aller à l'école comme les autres, pourquoi nous devions nous cacher. J'ai tenté d'expliquer, mais tout sonnait faux. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de perdre ma carrière, peur du jugement, peur de faire souffrir Lark et sa mère. Mais surtout, peur qu'on me voie tel que je suis, un homme qui a préféré son confort à son courage. Un an plus tard, le ton changeait. Rosie venait d'avoir 17 ans. Elle voulait partir, étudier, vivre autrement. Il tenta de la retenir, mais ses mots s'effondraient sous leur propre hypocrisie. L'entrée du 24 juillet 1987 était la plus longue et la dernière. Rosie est partie aujourd'hui. Je l'ai conduite à la gare routière de Kalispell. Elle n'avait qu'une valise et un sac à dos, tout ce qu'elle possédait. Elle n'a pas voulu me regarder en montant dans le bus. Elle a pris une place près de la fenêtre, le visage tourné de l'autre côté. Je suis resté debout jusqu'à ce que le bus disparaisse. Elle ne s'est pas retournée. Je sais qu'elle a raison de partir. Je l'ai échouée à tous les niveaux. Violet aurait honte de moi, et elle aurait raison. Lark aussi, si elle savait. Je vais fermer le chalet. Je ne peux plus y revenir. Chaque pièce, chaque recoin me rappelle ce que j'ai perdu et ce que j'ai détruit. Rosie mérite mieux que cet endroit. Je lui écrirai, mais je n'attends pas de réponse. Elle me doit rien. Cette île devait être un refuge. Elle est devenue une cage. Je la quitte, comme elle. C'est peut-être le seul geste sincère qu'il me reste. Lark posa le dernier carnet. Ses mains tremblaient. 1987, l'année même où elle, de son côté, avait quitté la maison pour construire sa cabane dans les montagnes. Ils avaient fui tous deux, père et fille, chacun croyant échapper à un poids qui les consumait. Mais leur fuite racontait deux chemins opposés, elle avait bâti quelque chose, la solitude, oui, mais aussi la paix. Lui, au contraire, avait tout abandonné. Il avait perdu Violet, perdu Rosie, perdu même l'estime de sa propre fille. Et jusqu'à sa mort, il avait tenté, en vain, de tendre la main vers une enfant qui ne voulait plus entendre sa voix. Lark sortit du chalet et descendit jusqu'au quai. Le bois humide craquait sous ses pas. Devant elle, le lac s'étendait, vaste, silencieux, indifférent. Elle pensa à Rosie, 17 ans, furieuse, fuyant en bus vers n'importe où. Elle pensa à son père, immobile dans un parking vide, regardant ce bus s'éloigner, sachant qu'il venait de perdre la seule personne qu'il aurait voulu racheter. Et enfin, elle pensa à elle-même, 20 ans, quittant la maison après les funérailles de sa mère sans se retourner, persuadée qu'elle devait effacer tout ce passé pour survivre. Le vent se leva, faisant danser des rides sur la surface du lac. Lark ferma les yeux. Pour la première fois, elle ne chercha pas à comprendre ni à juger. Elle se contenta d'écouter le silence, ce même silence qui, des années plus tôt, avait emprisonné son père, mais qui, pour elle, devenait maintenant une promesse, celle de briser le cycle, de pardonner, peut-être même de guérir. Sous le ciel d'hiver, l'île demeurait immobile, témoin d'une histoire d'amour, de honte et de rédemption. Et dans ce silence lourd, Lark sut qu'en retrouvant la vérité, elle venait enfin de retrouver une part d'elle-même. Lettre aux sœurs perdues. Ils avaient tous fui, chacun à sa manière.
des êtres façonnés par l'incapacité d'un homme à choisir, à s'engager, à affronter les conséquences de sa propre vie. 3 âmes déracinées, tournant autour du même vide. Pourtant, quelque part, Rosie vivait encore. Elle devait avoir une 50aine d'années désormais, peut-être mariée, peut-être mère, ou peut-être toujours seule, comme une île qu'on oublie sur la carte. Lark n'en savait rien. Mais une chose était sûre, elle ne partirait pas. Pas comme son père. Pas comme Rosie. S'il restait la moindre chance de comprendre, de réparer, de tisser à nouveau un lien, elle devait la saisir. Elle retourna à la vieille cabane et fouilla une fois encore dans la boîte de lettres. Au fond, elle trouva une adresse, Tacoma, Washington 2003. Une piste ancienne de 21 années, mais une piste tout de même. Elle rangea soigneusement le papier, referma le lodge, et pagaya jusqu'à la rive sous la lueur dorée du couchant. Quand le soleil disparut derrière les pins, elle était déjà sur la route, direction l'ouest, vers la côte, vers cette sœur qu'elle n'avait jamais connue, vers des réponses qu'elle n'était même pas certaine de vouloir entendre. 2 jours plus tard, Seattle l'accueillit sous un ciel bas, gris et bruineux. Elle avait conduit sans presque dormir, carburant au café et au remords. Son esprit ne lui laissait aucun répit. L'adresse la mena à Tacoma, une ville étendue le long du Puget Sound. Dans un quartier calme, les maisons s'alignaient sagement, entourées de pelouses entretenues. Celle qu'elle cherchait était un petit bungalow jaune pâle, avec une balançoire suspendue au porche et des jardinières débordantes de géraniums. Rien à voir avec la cabane décrépite de l'île, ici, tout respirait la paix, la stabilité, la vie. Lark resta dans sa camionnette pendant 20 longues minutes, incapable de bouger. Que pouvait-elle bien dire? Comment se présente-t-on à une sœur qu'on n'a jamais su exister? Chaque phrase qu'elle imaginait sonnait fausse, déplacée, ou cruelle. Finalement, elle prit une grande inspiration, sortit du véhicule et monta les marches du porche. Avant que son courage ne s'évapore, elle frappa à la porte. Des pas approchèrent. La poignée tourna. Une femme d'une 50aine d'années apparut, les cheveux sombres tirés en un chignon lâche. Ses yeux gris clairs frappèrent Lark de plein fouet, les mêmes yeux que leur père, à la fois vigilants et lointains. « Je peux vous aider ?» demanda la femme d'une voix prudente. La gorge de Lark se serra. « Vous êtes Rosie ?» Un éclair passa dans le regard de la femme. « Je me fais appeler Rose, maintenant. »« Et vous êtes ?» ?»« Lark. »« Lark Mandenal. » Le silence tomba. Rose resta figée quelques secondes, puis murmura. « Alors, il te l'a enfin dit. »« Non. »« Il est mort il y a 2 semaines, » répondit Lark d'une voix douce. « J'ai appris ton existence par son testament. » Les doigts de Rose se crispèrent sur l'encadrement de la porte. Son regard glissa vers la camionnette, puis revint sur le visage de Lark, comme pour jauger la vérité. Finalement, elle s'écarta. Entre. L'intérieur respirait la chaleur. Des plantes, des livres, une lumière dorée qui filtrait à travers les abat-jours. Un chat observait la nouvelle venue depuis le dossier d'un canapé. Rose versa 2 tasses de café sans poser de questions et s'assit en face d'elle, de l'autre côté de la table. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle enfin. « Les lettres. Celles que tu n'as jamais ouvertes. Il y avait une adresse sur la dernière. Celle-ci. » Rose eut un léger rire amer. « Je n'habite plus ici depuis 15 ans. J'avais laissé un renvoi postal, au cas où. Et voilà, tu m'as trouvé. » Elle soupira. « Alors maintenant? Que veux-tu ?» Lark sortit une photo de sa poche, une fillette de 10 ans sur un quai, tenant une canne à pêche. « Je suis allée sur l'île, dit-elle. J'ai trouvé ça, des journaux, des dessins, des lettres. J'avais besoin de comprendre. » Rose prit la photo et la contempla longuement. « Ce qu'il s'est passé est simple, » lâcha-t-elle. Il a menti à tout le monde, toute sa vie. Elle reposa la photo, les doigts tremblants. « Tu veux savoir le pire? Je ne savais même pas que tu existais avant mes 15 ans. Je croyais être sa seule fille. Une famille cachée, mais une famille tout de même. » Sa voix se brisa. « Puis ma mère est tombée malade. Et un jour, il s'est trahi. Il a parlé d'une autre femme, d'une autre fille, une vraie famille, pendant que nous étions le secret honteux. » Les mots frappèrent Lark comme un coup. « Je ne savais rien, moi non plus. Pas avant la semaine dernière. »« Au moins toi, tu as eu droit à une existence, » répondit Rose amèrement.
J'étais une ombre. Pas d'école, pas d'amis. Je ne pouvais même pas dire le nom de mon père. Et après la mort de ma mère, c'était pire encore. Il venait parfois, restait quelques jours, essayait d'être un père, puis disparaissait. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai décidé que c'était fini. J'ai changé de nom. J'ai construit une vie où il n'aurait plus jamais de place. Et les lettres, demanda Lark. Je ne les ai jamais lues. Chaque enveloppe était une tentative pour me ramener dans son mensonge. Alors je les ai laissées s'entasser. Puis, un jour, elles ont cessé d'arriver. Elle leva enfin les yeux. J'ai passé des années à tout oublier, lui, l'île, la douleur. Et voilà que tu viens tout réveiller. Lark posa calmement sa tasse. Je ne veux pas rouvrir de blessures. Je veux juste comprendre. Moi aussi, il m'a fait croire que j'étais la seule. Il était froid, distant. Je pensais qu'il ne m'aimait pas. Aujourd'hui, je comprends, il portait une honte trop lourde pour aimer qui que ce soit. Rose secoua la tête. Ce n'est pas une excuse. Non. Mais c'est une explication. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous reste. Un long silence s'installa. Puis Rose se leva et revint avec une boîte à chaussures qu'elle posa entre elles. Voilà les lettres. Celles que j'ai gardées. Je ne les ai jamais ouvertes, mais je n'ai pas pu les jeter non plus. Lark contempla la boîte. Des années de tentatives, de regrets et de silence empilés là. Tu veux les lire, demanda-t-elle. Rose hésita. Pas aujourd'hui. Peut-être un jour. Elle saisit une enveloppe au hasard. Tu veux savoir ce qui est le plus difficile? J'ai passé ma vie à le haïr, et maintenant qu'il est mort, je ne sais plus quoi ressentir. Je ne peux même plus lui crier dessus. Je suis juste, coincé. Lark hocha la tête. Elle comprenait trop bien. Il m'a laissé une dernière lettre, dit-elle. Dans le testament. Je ne l'ai pas encore lu. Pas avant de savoir qui il était vraiment. Et maintenant, tu crois le comprendre? Un peu, répondit Lark. Assez pour savoir qu'il était brisé. Et que tout ce qu'il touchait, il le blessait y compris lui-même. Rose la regarda longuement. Tu lui ressembles. Les yeux, surtout. Toi aussi. Un mince sourire effleura les lèvres de Rose. Presque un sourire. Et l'île? Qu'est-ce que tu vas en faire? Lark haussa les épaules. Je ne sais pas. Une partie de moi veut tout brûler. L'autre pense qu'on pourrait en faire un lieu différent. Un endroit où plus rien ne se cache. Un sanctuaire? Peut-être. Rose remplit à nouveau les tasses, plus calme. Parle-moi de toi, dit-elle. Si on est sœurs, j'aimerais savoir qui tu es. Alors Lark raconta. Sa vie dans la cabane, les hivers glacés, les étés de solitude. Les années à vivre en marge du monde. Elle parla de leur mère, du deuil, du silence qui avait suivi. Et Rose écouta. Peu à peu, la tension se dissipa, remplacée par une étrange reconnaissance. Deux étrangères partageant le même vide. Quand Lark se leva pour partir, la nuit était déjà tombée. Rose la raccompagna jusqu'à la porte. Je ne peux rien te promettre, dit-elle. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Ce n'est pas le but. L'important, c'est de comprendre. Rose hocha la tête. Si tu veux revenir, appelle avant. Je n'aime pas les surprises. Je le ferai. Lark s'éloigna. Dans le rétroviseur, elle vit Rose sur le perron, tenant la boîte contre elle comme un souvenir fragile. Ce n'était ni la réconciliation ni le pardon. Mais c'était un début. Et c'était déjà beaucoup. Lark resta à Seattle 3 jours. Elle ne voulait pas s'imposer, juste être là, au cas où. Le troisième soir, le téléphone sonna. Rose. Reviens, dit-elle simplement. Quand Lark arriva, la boîte était ouverte sur la table, des dizaines de lettres déployées comme les morceaux d'une vie éclatée. Rose avait les yeux rouges, épuisée. J'ai commencé à les lire, avoua-t-elle. Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. La plupart sont ce qu'on imagine, des excuses, des récits sans importance. Mais celle-ci. Elle tendit une enveloppe jaunie, pliée par le temps. Elle est datée de 3 semaines avant sa mort. Et elle est différente. Lark s'assit face à elle. Différente comment?
Rose sortit plusieurs pages manuscrites et les posa devant elle. C'est toute l'histoire. Tout ce qu'il n'a jamais dit. Des choses que ni toi ni moi ne savions. Je crois que c'est à toi de la lire. Lark prit les feuilles, les mains tremblantes. Ma chère Rosie. J'écris depuis l'hôpital. Les médecins me donnent quelques semaines, peut-être un mois. Le cancer a gagné. J'ai passé 50 ans à fuir les conséquences de mes choix, et me voilà sans échappatoire. J'ai menti toute ma vie, pas seulement parce que j'ai fait, mais parce que je n'ai pas su dire. Alors voici la vérité. Toute la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. À ces mots, Lark sentit le souffle lui manquer. Le poids de 3 générations de silence reposait dans ses pages. Et pour la première fois, elle comprit, ce voyage n'était pas seulement une quête de réponse, mais une transmission. Une confession d'outre-tombe, une passerelle fragile entre 2 sœurs séparées par un homme et réunies par sa dernière vérité. Et dans ce moment suspendu, alors que la pluie battait contre les vitres, quelque chose changea. Pas la douleur. Pas encore le pardon. Mais le début d'une paix possible. Lettre d'un père perdu, retrouvé par 2 sœurs. J'ai rencontré ta mère en 1972, pendant ma 2e affectation à l'étranger. Elle travaillait comme traductrice sur la base. Le jour où je l'ai entendue rire pour la première fois, quelque chose en moi s'est ouvert comme si ce son avait fissuré la carapace d'un homme trop longtemps enfermé dans le devoir. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie, presque secrète, seulement nous deux et un aumônier militaire. J'avais 28 ans, elle en avait 26. Nous étions jeunes, insouciants, heureux. Quand je suis rentré aux États-Unis en 1973, elle portait déjà la vie en elle. Elle te portait, Rosie. Mais à ce moment-là, une autre promesse se dressait devant moi, celle d'une promotion. Un grade supérieur, de meilleures affectations, un avenir tracé au cordeau. Le seul obstacle, c'était toi. Ou plutôt, c'était elle. Une épouse étrangère, épousée sans autorisation préalable. Dans la logique froide de l'armée, c'était une complication. Alors j'ai eu peur. Peur de perdre ma carrière, peur d'être jugé, peur de tout ce que j'avais bâti pour me protéger du doute. Et, dans cette peur, j'ai commis l'impardonnable. Je me suis convaincu que notre mariage n'était pas vraiment valide. Que c'était une erreur administrative. J'ai demandé l'annulation officielle, prétendant qu'il ne s'agissait que d'une formalité bureaucratique, que nous nous remarierions dès mon retour. Elle m'a cru. Parce qu'elle m'aimait, et qu'elle croyait en ma parole. Mais je n'ai jamais tenu ma promesse. À la place, j'ai épousé une autre femme, Lark Esmoder, présentée par mon supérieur. Un mariage, propre, documenté, béni par la hiérarchie. Un mariage qui faisait bien sur le papier. Ta mère n'a compris la vérité que trop tard. Quand elle l'a apprise, tu étais déjà né. Et moi, j'avais commencé à mener 2 vies. J'ai acheté l'île cette année-là, un refuge, croyais-je, un sanctuaire où je pourrais prétendre, quelques jours par an, n'être ni soldat ni menteur. Là-bas, je pouvais t'aimer sans que le monde le voie. Je lui disais qu'un jour je régulariserais la situation, que je trouverais un moyen de la réparer. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai préféré le confort du silence à la douleur de l'honnêteté. Ta mère n'a jamais cessé de m'aimer. Elle aurait dû me haïr, mais elle répétait, j'aime mieux avoir une part de toi que rien du tout. Et moi, l'âge que j'étais, je l'ai laissé croire que cette part suffisait. Quand elle est tombée malade, j'ai tenté d'être présent. Je venais sur l'île dès que je le pouvais, mais jamais assez longtemps. Jamais assez tôt. Et quand elle est morte, j'ai compris que j'avais détruit la seule chose vraie que j'avais jamais eue. Après sa mort, j'ai essayé d'être ton père. Mais je ne savais plus comment être un homme entier. J'avais passé tant d'années à compartimenter ma vie que je n'étais plus qu'une série de masques. Et toi, tu voyais clair à travers eux. Tu savais que j'étais un imposteur. Alors tu es parti. Et tu avais raison. Je n'ai jamais parlé de toi à Lark. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je posais les yeux sur elle, je voyais ce que je t'avais volé, ta place, ta reconnaissance, ton nom. Elle méritait un père honnête. Je ne pouvais pas l'être, car je savais que je ne le méritais plus. L'île, ce refuge rêvé est devenu un mausolée de ma lâcheté. Je la lègue aujourd'hui à Lark, non pas parce qu'elle est la seule à l'avoir gagnée, mais parce qu'elle est la seule que j'ai trahie sans effacer entièrement son identité. Toi, Rosie, tu méritais d'être reconnue.
d'être aimé au grand jour. Je t'ai volé cela, et rien ne pourra le réparer. Mais peut-être que l'Arc le pourra. Peut-être qu'elle te retrouvera. Qu'elle te dira la vérité. Et qu'ensemble, vous reconstruirez ce que j'ai détruit. Je ne peux plus vous offrir d'amour, mais peut-être puis-je encore vous offrir l'une à l'autre. Je suis désolé, Rosie. Désolé pour chaque mensonge, chaque silence, chaque absence. Désolé d'avoir préféré ma réputation à ta dignité. Désolé d'avoir manqué de courage. Et désolé de ne pas pouvoir réparer maintenant ce que j'ai brisé trop tôt. Si tu lis ces lignes, c'est que l'Arc t'a trouvé. Donne-lui une chance. Elle est forte, obstinée et compatissante, tout ce que je n'ai pas su être. Vous êtes toutes deux forgées par mes erreurs. Peut-être que de ces ruines naîtra quelque chose de beau. L'île est à vous. Faites-en ce que vous voulez. Brûlez-la, vendez-la, ou transformez-la en lieu de vie. Mais ne la laissez pas pourrir comme je l'ai fait de mon propre cœur. Je vous aime, toi, ta mère, et l'Arc. Mais jamais assez pour être brave. Et c'est là mon fardeau éternel. Papa. L'Arc posa la lettre, les mains tremblantes. La pièce semblait soudain trop petite, l'air trop lourd. Elle croyait comprendre, croyait avoir déjà reconstruit le puzzle à travers les journaux, les photos, les fragments épars. Mais cette lettre était une confession. Une tombe ouverte. Son père n'avait pas seulement trompé une femme, il avait effacé une existence. Il avait nié un amour, supprimé un mariage, et bâti sa vie entière sur le mensonge. Rosie la regardait en silence. Je ne savais pas qu'il avait annulé le mariage, murmura-t-elle. Je savais qu'il avait une autre femme, mais j'ai toujours cru que ma mère avait été la première. Que c'était ensuite qu'il nous avait quittés. C'était l'inverse, répondit l'Arc d'une voix rauque. Rosie hocha la tête, la gorge serrée. Alors nous n'avons jamais été légitimes. Il s'est assuré que nous ne le soyons pas. L'Arc sentit la honte et la colère se nouer en elle. Ce n'est pas ta faute, Rosie. Ni la tienne, répliqua l'autre d'une voix lasse. Un silence. Mais maintenant, nous savons. Et il faut décider ce que nous allons faire de ce savoir. C'était un lâche, dit l'Arc. Oui, admit Rosie. Mais il le savait. Il a porté ce poids toute sa vie. Cela n'efface rien, mais je crois qu'il a souffert de ce qu'il était. Elle s'interrompit, la voix brisée. J'ai passé 30 ans à le haïr. Aujourd'hui, je n'ai plus de haine. Juste de la fatigue. L'Arc tendit la main. Rosie hésita, puis la prit. Deux femmes unies par l'absence d'un même homme. Par l'héritage d'un mensonge. Elles restèrent ainsi, longtemps, sans parler. Puis Rosie chuchota. La lettre dit que l'île est à nous deux. Qu'est-ce qu'on en fait? L'Arc pensa à la cabane, au vieux quai, au sentier qui serpentait entre les pins. Ce lieu qu'un homme avait voulu transformer en refuge et qu'il avait changé en prison. Je ne sais pas encore, dit-elle doucement. Mais quoi qu'on décide, on le fera ensemble. Rosie la regarda, étonnée. Tu veux de ça? Après tout ce qu'il a fait? Oui. Parce qu'on est sœurs. Et il nous a déjà volé assez de choses. Pas celle-là. Les yeux de Rosie se remplirent de larmes. D'accord, ensemble alors. Elles parlèrent tout l'après-midi, de l'île, de leur père, de ces années vécues dans l'ombre de ses fautes. Ce n'était pas encore la guérison, mais c'était un début. L'honnêteté, enfin, avait trouvé place entre elles. Quand l'Arc partit, Rosie l'accompagna jusqu'à la camionnette. Reviens dans quelques semaines, dit-elle. On ira sur l'île ensemble. On verra ce qu'on peut en faire. Je reviendrai, promit l'Arc. Sur la route du retour, le vent soulevait les nuages au-dessus des montagnes. Dans sa poche, la lettre semblait peser des siècles. Et pourtant, sous la colère, sous la douleur, quelque chose naissait. Un murmure. Une promesse. La possibilité d'un lien. Son père avait été un lâche. Mais elle et Rosie, elles n'avaient pas à l'être. 3 semaines plus tard, l'Arc revint à Seattle. Cette fois, elle n'était pas seule, elle venait chercher Rosie. Depuis leur rencontre, elles avaient parlé plusieurs fois au téléphone. Des conversations prudentes, comme deux voyageurs apprenant à parler la même langue. Rosie avait lu d'autres lettres, appris des choses sur sa mère, sur les années perdues.
elle avait raconté sa propre vie, 25 ans d'enseignement, un mariage bref, pas d'enfant, une existence tranquille, bâtie pour être tout le contraire du chaos qu'il avait vu naître. Lark, elle, était retournée à sa cabane. Mais le silence qui jadis l'apaisait lui paraissait désormais vide. Chaque soir, elle pensait à Rosie, à cette sœur qu'elle venait à peine de découvrir, à tout ce qu'elles auraient pu partager si leur père avait eu un peu de courage. Quand elle arriva chez Rosie, celle-ci l'attendait sur le perron, un sac à dos posé à ses pieds. Ses mains tremblaient légèrement. « Prête ?» demanda Lark. « Pas du tout », répondit Rosie avec un sourire nerveux. « Mais je suis là. » Elles prirent la route. La pluie fine se transforma peu à peu en brume tandis qu'elle montait vers les montagnes. La conversation, d'abord hésitante, devint plus fluide, elles parlèrent de livres, de voyages, de ces vies parallèles qu'elles avaient menées sans se connaître. Toutes deux avaient choisi la solitude. Toutes deux avaient fui l'héritage du mensonge. « J'ai consulté les registres », dit Rosie en approchant de Whitefish. L'île est payée depuis 1982. Il avait mis en place un prélèvement automatique pour les impôts fonciers. 40 ans à payer $800 par an pour un endroit où il ne mettait jamais les pieds. Penance, murmura Lark. Ou fuite, répondit Rosie. Il ne pouvait pas y retourner, mais il ne pouvait pas l'abandonner non plus. Quand elles atteignirent le lac, Thomas était assis sur le quai, un morceau de cèdre entre les mains, sculptant avec patience. Il leva la tête, observa les deux femmes. Deux, cette fois, dit-il. Ce n'était pas une question. Voici Rosie, répondit Lark. Ma sœur. Thomas hocha la tête lentement, comme si cela confirmait une intuition ancienne. Ton père parlait d'elle, parfois. Pas par son nom. Il disait, j'avais une fille, là-bas. Au passé. Comme si elle était morte. Je n'ai jamais posé de questions. Ce n'était pas mon affaire. Rosie serra la mâchoire, sans un mot. Elles chargèrent leurs affaires dans le canoë, provisions, outils, tentes. Quand elles prirent le large, la rame de Rosie hésita un instant, puis trouva le rythme de celle de Lark. Aucune ne parlait. Mais l'eau, elle, semblait chuchoter quelque chose. Peut-être une promesse de réparation. Peut-être simplement le début d'un apaisement. Le silence n'était troublé que par le clapotis régulier des pagaies et le cri des goélands planant au-dessus du lac. À mesure que l'île se rapprochait, Rose posa sa rame et fixa la rive d'un regard lointain. « Je me souviens », murmura-t-elle. L'obscurité, les arbres qui descendent jusqu'à l'eau. J'avais l'habitude de me tenir ici et de lancer des pierres pour atteindre ce grand rocher. Elle désigna une pierre grise qui émergeait des eaux peu profondes. Je croyais que si j'arrivais à le toucher 10 fois de suite, ma mère guérirait. Lark resta silencieuse. Elle dirigea simplement le canot vers le vieux ponton penché. Les deux femmes attachèrent la corde et montèrent sur les planches usées par le temps. Rose demeura immobile un long moment, les yeux clos, respirant profondément l'odeur mêlée du pain et de l'eau. Quand elle les rouvrit, des larmes coulaient sur ses joues. « J'avais 17 ans la dernière fois que je suis venue ici, dit-elle. J'avais juré de ne jamais revenir. Et maintenant ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas ce que je m'attendais à ressentir. De la colère, peut-être, ou du chagrin. Mais surtout, je me sens vieille. »« Viens, » répondit doucement Lark. « Allons voir le pavillon. » Elles empruntèrent ensemble le sentier envahi de mousse. Plus elles approchaient de la clairière, plus les pas de Rose ralentissaient. Lorsqu'elles aperçurent la bâtisse, elle s'arrêta net. « C'est plus petit que dans mon souvenir, et plus abîmé. »« La plupart des choses le sont quand on y revient, » murmura Lark. À l'intérieur, Rose erra de pièce en pièce comme une âme revenue hanter son passé. Elle s'arrêta devant la cheminée, contemplant les vieilles photos toujours suspendues au mur. Ses doigts glissèrent sur le plan de travail de la cuisine où sa mère préparait autrefois les repas. Devant la porte de sa chambre d'enfant, elle resta figée. Les dessins qu'elle avait punaisés au mur étaient encore là. « Je les ai faits quand j'avais 6 ans, » dit-elle avec un sourire tremblant. « Je pensais qu'en nous dessinant heureux encore et encore, cela finirait par devenir vrai. » Lark l'observait, voyant sur le visage de sa sœur se succéder la douleur, la nostalgie et l'amour. Elle voulut dire quelque chose de réconfortant, mais aucun mot ne lui sembla suffisant. Rose se tourna vers l'échelle menant au grenier. « C'est là que tu as trouvé les journaux ? » « Oui. »« Tu veux voir ? » « Oui. » Elles montèrent lentement,
chaque barreau semblant peser le poids d'une décision. Le grenier était tel que l'Arc l'avait laissé, des boîtes empilées contre les murs, la poussière flottant dans la lumière dorée. Rose ouvrit la première et en sortit un vieil album photo. Elle tourna les pages en silence, découvrant des images d'elle enfant, de leur mère, et d'un père qu'aucune des deux n'avait vraiment connu. Quand elle tomba sur le portrait de Violet, elle s'arrêta. Elle était belle. Je l'oublie parfois. J'étais si jeune quand elle est tombée malade que la plupart de mes souvenirs sont ceux de sa douleur. Mais elle était belle. L'Arc hocha la tête. Elle a l'air douce. Elle l'était. Elle me chantait des berceuses, même quand respirer la faisait souffrir. Rose referma l'album avec précaution. Il lui a volé ça, tu sais, la possibilité d'être plus qu'un secret. Elles restèrent longtemps là-haut, feuilletant les journaux, lisant à voix haute des passages choisis. Peu à peu, la lumière déclina, les ombres gagnèrent les recoins du grenier. Finalement, Rose se releva, essuya la poussière de son jean. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit l'Arc. Dans la clairière au centre de l'île. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, mais je voulais que tu sois là. Qu'est-ce que c'est? Un cairn. Et quelque chose qu'il a laissé pour nous. Elles descendirent, ramassèrent des lampes et des gourdes, puis quittèrent le pavillon. Le ciel virait au violet, les premières étoiles perçaient. L'Arc ouvrait la marche sur un sentier bordé de pierres moussues, suivant le tracé gravé sur les poutres du grenier. Le chemin montait doucement entre les pins et débouchait sur une clairière au sommet de l'île. Le panorama coupa leur souffle, le lac s'étendait à perte de vue, entouré de montagnes bleutées, sous un ciel immense. Au centre, s'élevait un cairn de pierres soigneusement empilées. Il l'a construit, expliqua l'Arc. Probablement après avoir cessé de venir ici. Je crois que c'était sa façon de dire adieu. Rose s'en approcha lentement et posa la main sur les pierres froides. Il y a quelque chose dessous, n'est-ce pas? L'Arc acquiesça. Ensemble, elles démontèrent la partie supérieure du cairn. Sous les pierres, un coffret étanche était dissimulé. L'Arc le sortit et l'ouvrit, 2 lettres, chacune scellée dans du plastique, l'une adressée à Rose, l'autre à l'Arc. À côté, une petite boîte en bois renfermait des médailles militaires, une bronze star, un purpelate, plusieurs rubans de campagne, et un médaillon suspendu à une fine chaîne. Rose l'ouvrit. À l'intérieur, 2 minuscules photos, l'une d'elle bébé, l'autre de l'Arc au même âge. Il nous portait sur lui, murmura-t-elle d'une voix brisée. Toutes les deux. L'Arc lui tendit sa lettre. Tu veux les lire maintenant? Rose hocha la tête. Elles s'assirent dos au cairn, le vent jouant dans les pins. L'Arc ouvrit la sienne. Astérisque, ma chère l'Arc. Si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé l'île, retrouvé Rose, et découvert la vérité. Je suis désolé que tu aies dû rassembler les morceaux épars de ma vie. Tu méritais mieux. Je n'ai jamais été un bon père. J'étais froid, distant, incapable de te montrer l'amour que tu méritais. Chaque fois que je te regardais, je voyais ce que j'avais volé à Rose, la légitimité, la reconnaissance, un père qui n'aurait pas eu honte. Ma culpabilité a fait de moi un fantôme. Mais tu n'es pas mon échec, l'Arc. Tu es forte, entière, capable. Tu as bâti ta vie selon tes propres règles. Tu as trouvé la paix dans la solitude, appris à te suffire à toi-même. Je t'ai admiré, même si je ne te l'ai jamais dit. L'île est à vous deux, à toi et à Rose. J'espère qu'elle pourra être autre chose qu'un monument à mes fautes. J'espère qu'elle deviendra un lieu de lien, pas de fuite. Tu as une sœur maintenant, si elle t'accepte. Prenez soin l'une de l'autre. Soyez la famille que je n'ai pas su vous offrir. Je suis fier de toi, l'Arc. Je ne l'ai pas dit de mon vivant, mais je le dis maintenant. Avec tout mon amour. Papa. Astérisque. L'Arc replia lentement la lettre. Rose pleurait, la sienne tremblant entre ses mains. Que dit la tienne? Demanda l'Arc. Qu'il est désolé. Qu'il aimait ma mère. Qu'il aurait voulu être assez courageux pour me reconnaître. Qu'il espère que je pourrai lui pardonner, mais qu'il comprend si je ne le peux pas. Elle essuya ses larmes. Et qu'il me reste une sœur. Que peut-être, ça suffit pour reconstruire quelque chose à partir de ce qu'il a détruit. Elles restèrent là jusqu'à la tombée de la nuit, 2 sœurs que tout séparait encore un mois plus tôt, désormais unies par le sang, la perte et une fragile espérance, celle de bâtir une histoire nouvelle. Et maintenant, demanda Rose.
Lark regarda le cairn, le lac, puis la femme assise à ses côtés. Maintenant, on décide ensemble de ce que cet endroit deviendra. Cette nuit-là, elles restèrent dans la clairière, allumant un petit feu sous les étoiles. Aucune ne voulait retourner au pavillon, dormir entre les murs qui sentaient encore le passé. Elles déroulèrent leur sac de couchage près du cairn et parlèrent longtemps dans l'obscurité. Rose évoqua les rires de leur mère, les leçons de pêche sur le vieux quai, la fatigue dans le regard de leur père quand il arrivait, et son silence en repartant. Lark, à son tour, raconta les funérailles où son père était resté figé, les années passées seul dans les montagnes, la liberté et la solitude mêlées, la conviction qu'elle n'avait besoin de personne pour ne plus souffrir d'être abandonnée. Nous nous ressemblons plus que je ne l'aurais cru, dit Rose. Oui. On a toutes les deux appris à fuir, répondit Lark. Mais on est revenu. Et ça, c'est déjà beaucoup. Au matin, elles redescendirent vers le pavillon pour en décider le sort. Elles visitèrent chaque pièce, notant ce qui pouvait être sauvé et ce qui ne le serait pas. Le toit menaçait ruine, la véranda penchait dangereusement, la plupart des meubles étaient perdus. Mais les murs de bois massif, la cheminée de pierre tenait encore bon. On pourrait le restaurer, proposa Rose. Le transformer en quelque chose de nouveau. Un lieu où les gens viennent se reconstruire, réfléchir, être seuls sans se sentir seuls. Où on pourrait tout raser, répondit Lark. Repartir de zéro, sans les fantômes. Rose réfléchit, puis secoua la tête. J'ai voulu ça autrefois, effacer jusqu'à la dernière trace. Mais aujourd'hui, je crois que cet endroit mérite une seconde chance. Peut-être que nous aussi. Elles passèrent la journée à nettoyer, ramasser les débris, clouer des planches aux fenêtres brisées. Le travail était dur, mais il les apaisait. À la tombée du jour, la grande salle et la cuisine étaient de nouveau habitables. Assises sur le perron, elles regardèrent le soleil descendre sur le lac. Rose sortit de son sac les lettres que leur père lui avait envoyées au fil des ans, celles qu'elle n'avait jamais ouvertes. « Je crois que je suis prête, dit-elle doucement. « Tu n'es pas obligé, répondit Lark. « Je sais. Mais je veux le faire. Pas pour lui. Pour nous. » Le vent du soir fit bruire les pins, et le lac refléta la première étoile. Lark posa sa main sur celle de Rose. Dans le silence apaisé, l'île semblait respirer avec elle enfin prête, comme elle, à renaître. Rose resta silencieuse un long moment avant d'ouvrir la première lettre, datée de septembre 1988, un an après son départ. Le papier, jauni par le temps, tremblait entre ses doigts. Ses yeux parcouraient les lignes d'une écriture qu'elle connaissait trop bien, et à mesure qu'elle lisait, son visage changeait, la colère se dissipa lentement, laissant place à une tristesse profonde, puis à une tendresse presque imperceptible. Elle en ouvrit une autre, puis encore une, et se mit à lire à voix haute, chaque fois qu'une phrase touchait quelque chose en elle. Il écrit qu'il a vu une fille qui me ressemblait dans une épicerie, murmura-t-elle. Que cela l'a fait pleurer, seule, sur le parking. Il parle de la tombe de maman, de ses visites, des mots qu'il lui adresse, des excuses qu'il ne cessait de répéter. Il raconte comment les arbres de l'île ont grandi, comment le vieux quai s'est effondré, et qu'il n'a plus eu la force d'y revenir. Les lettres s'étendaient sur plusieurs décennies, une conversation à sens unique avec une fille qui n'avait jamais répondu. Certaines n'étaient que quelques lignes griffonnées à la hâte, d'autres de longues confessions remplies de détails sur sa vie quotidienne, ses regrets, ses espoirs tenaces et obstinés. Chaque mot portait la trace d'un homme qui, malgré tout, continuait d'aimer dans le silence. La dernière lettre datait de 6 mois avant sa mort. Les mains de Rose tremblaient lorsqu'elle déplia le papier. Chère Rosie. Je vieillis. Mon corps me lâche, et les médecins me donnent encore 1 an, peut-être moins. Je t'écris pour que tu saches une chose, tu avais raison. Raison de partir, raison d'être en colère, raison sur tout. J'ai passé ma vie à vouloir protéger les autres en les cachant. Mais tout ce que j'ai fait, c'est les effacer. Et je me suis effacé avec eux. Je croyais être prudent, mais j'étais lâche. Je laisse l'île à Lark. J'espère qu'elle te retrouvera. J'espère que vous deviendrez la famille que je n'ai pas su vous donner. Vous méritiez toutes deux un père entier, capable d'aimer sans honte ni distance. Je n'ai pas su l'être. Mais peut-être que vous saurez être sœurs l'une pour l'autre. Je ne demande plus le pardon. Je veux seulement que tu saches que t'aimer, toi et ta mère, fut la plus belle chose de ma vie. Et vous cacher, la pire. Il m'a fallu 50 ans pour comprendre la différence. Si je pouvais recommencer,
j'épouserai ta mère comme il se doit. Je me tiendrai à ses côtés, fier, et je te présenterai au monde comme ma fille. J'aurais choisi le courage plutôt que le confort. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Et je n'ai plus le temps d'avancer. Sois heureuse, Rosie. C'est tout ce que je souhaite désormais. Sois heureuse, et souviens-toi que tu as été aimée, même si je n'ai jamais su te le montrer comme il fallait. Ton père. Rose posa la lettre sur ses genoux. Des larmes coulaient librement sur son visage. Lark s'approcha et passa un bras autour de ses épaules. Elles restèrent ainsi, assises sur le perron, tandis que le crépuscule enveloppait l'île d'une lumière douce et bleutée. Il savait, murmura Rose. Il savait ce qu'il avait fait. Ça ne rend pas les choses justes, répondit Lark doucement. Mais, ça compte. Rose hocha la tête. Oui. Ça compte. Le silence s'installa, profond et apaisant, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Puis Rose dit, d'une voix presque brisée. Je lui pardonne. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que je ne veux plus porter cette colère. Elle est trop lourde. Lark resta un instant sans répondre. Elle pensait à ses propres années de distance, à cette solitude qu'elle s'était imposée. Je lui pardonne aussi, finit-elle par dire. Et peut-être que je me pardonne aussi d'être resté si longtemps loin de tout. Rose tourna la tête vers elle, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle sourit vraiment. On va s'en sortir, tu crois? Oui, répondit Lark. Je crois que oui. Le lendemain matin, le ciel était clair, d'un bleu lavé par la pluie. Elles avaient pris une décision. Elles allaient restaurer le pavillon, pas comme il était autrefois, mais comme quelque chose de nouveau, un lieu qui reconnaîtrait le passé sans s'y enfermer. Elles passèrent des heures à dessiner des plans sur les pages arrachées du journal de Rose. On pourrait en faire une retraite pour écrivains, proposa Rose. Un refuge pour ceux qui ont besoin de silence. Ou un camp familial, ajouta Lark, un endroit pour se reconnecter loin du bruit du monde. Rose baissa la voix. Ou simplement un lieu pour nous. Pour être sœurs. Sans que l'histoire nous étouffe. Elles s'accordèrent sur cette idée. L'île serait leur héritage partagé, un espace de guérison et de recommencement. Le reste viendrait plus tard, quand les plaies auraient un peu cicatrisé. Les jours suivants, elles travaillèrent côte à côte. Rose, à la surprise de Lark, maniait les outils avec assurance. Elle avait appris quelques rudiments de menuiserie avec son ancien mari. Lark, forte de ses années passées à entretenir sa cabane en montagne, avançait avec précision et calme. Ensemble, elles remplacèrent les vitres brisées par des planches de contreplaqué, balayèrent des décennies de poussière et de feuilles mortes, et couvrirent le toit d'une bâche fixée solidement contre le vent. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début, et le début leur suffisait. Le soir, elles cuisinaient sur un petit réchaud, partageant des repas simples et des confidences tardives. Rose parla de ses élèves, de ceux qui l'avaient changé autant qu'elle les avait changés. Lark évoqua les saisons en montagne, le rythme lent de la nature, la satisfaction de cultiver sa propre nourriture. « Tu quitterais ta montagne, un jour ?» demanda Rose. Lark resta pensive. « Il y a un mois, j'aurais dit non sans hésiter. Mais maintenant, je ne sais plus. J'ai bâti cette vie parce que j'en avais besoin. Peut-être que je n'en ai plus besoin de la même façon. » Tu pourrais garder tout cela, répondit Rose. La simplicité, la paix, mais avec un lien, aussi. Tu n'as pas à choisir entre solitude et amour. Et toi? C'est ce que tu veux, demanda Lark. Rose regarda la surface sombre du lac. J'ai été seule très longtemps. Par choix, croyais-je. Mais en vérité, je m'étais résignée. Ces dernières semaines, ici, avec toi, j'ai compris que je ne veux plus être seule. J'aimerais avoir une sœur. Si tu es prête, moi aussi, dit Lark en souriant. Plus que prête. Leur dernier jour arriva. Avant de repartir, elles gravirent la colline une dernière fois pour reconstruire le cairn, ce monticule de pierres qu'elles avaient trouvé en ruine. Cette fois, elles le firent solide, durable. Chaque pierre fut choisie avec soin, posée comme une prière silencieuse. Quand le cairn fut terminé, Rose sortit une vieille photographie, leur père avec Violet, souriant maladroitement sous le soleil d'été. Pour qu'il ne soit pas oublié, dit-elle. Lark sortit à son tour les plaques d'identité militaire de leur père, qu'elle gardait depuis toujours. Et pour que moi aussi, je puisse enfin le laisser partir.
Elles déposèrent les objets au pied du cairn. Le vent soufflait doucement à travers les pins, le lac scintillait au loin. Rien n'était dit, mais tout était compris. C'était une cérémonie sans prêtre ni promesse, un adieu et un commencement à la fois. Je reviendrai au printemps, dit Rose. On pourra reprendre les travaux, le toit, le porche, tout rendre habitable. Je serai là, répondit l'Arc. Et peut-être que, parfois, je viendrai chez toi, voir ta montagne. L'Arc sourit. J'aimerais ça. Elles redescendirent lentement, savourant chaque pas, conscientes que quelque chose d'essentiel s'était réparé entre elles. De retour au pavillon, elles firent un dernier tour des pièces. Rien n'était encore fini, mais tout semblait différent, non plus hanté, mais plein de promesses. Rose s'arrêta devant la cheminée où pendaient encore des photos anciennes. Elle décrocha celle d'elle enfant, aux côtés de sa mère, et la rangea dans son sac. Pour ne pas oublier d'où je viens, dit-elle. L'Arc décrocha à son tour la photo de leur père en uniforme. Pour me souvenir de ce qu'on a survécu, répondit-elle. Elles descendirent jusqu'à la rive, chargèrent leurs sacs dans le canoë et prirent la mer ensemble. Cette fois, leurs gestes étaient parfaitement synchrones, deux âmes en mouvement, unies dans le même élan. Thomas les attendait sur la berge, le visage buriné éclairé d'un sourire discret. « Vous reviendrez » dit-il simplement. « Oui » répondit Rose. « C'est certain. Votre père aurait aimé savoir que vous vous êtes retrouvés. » Elles montèrent dans le vieux camion et prirent la route vers le sud, vers Seattle, vers leurs vies respectives qui, désormais, ne seraient plus séparées. Rose s'endormit près de la frontière de l'Idaho, la tête contre la vitre. L'Arc conduisit longtemps dans le silence, le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Elle avait une sœur. Une maison. Et, pour la première fois depuis 30 ans, une famille. C'était suffisant. 6 mois plus tard, l'île avait changé de visage. Le toit du pavillon, refait en bardeaux de cèdre, étincelait sous le soleil de printemps. Le porche avait retrouvé sa solidité d'autrefois, avec 2 chaises face au lac. Les fenêtres étaient entières, si propres qu'elles reflétaient la forêt alentour. À l'intérieur, les pièces respiraient à nouveau. Les murs repeints, les planchers polis, les meubles construits à partir de bois récupérés donnaient au lieu une chaleur nouvelle. Ce n'était plus un mausolée, c'était une maison. L'Arc et Rose avaient fait 4 allers-retours au fil des saisons, travaillant jusqu'à l'arrivée de la neige, puis reprenant dès que la glace du lac se brisait. Elles avaient fait appel à un artisan de Whitefish pour les travaux majeurs, le toit, la fondation, la plomberie, mais tout le reste, elles l'avaient accompli de leurs mains. Et chaque clou, chaque coup de pinceau, chaque rire partagé dans la poussière des planches avait cimenté quelque chose de plus grand qu'une simple reconstruction, la renaissance d'un lien, la promesse silencieuse qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les ruines du passé. Le pavillon ne serait jamais grand ni luxueux, mais il tenait debout. Et surtout, il leur appartenait. C'était leur refuge, un lieu qu'elles avaient décidé de garder pour elles seules, du moins pour le moment. Un havre où elles pourraient fuir le tumulte du monde, se rappeler tout ce qu'elles avaient traversé, tout ce qu'elles avaient reconstruit à partir des ruines de leur passé. Rose y venait désormais toutes les quelques semaines, parfois pour un week-end complet, parfois seulement pour une nuit. Elle apportait des livres et des copies à corriger, les étalait sur la grande table de la cuisine, travaillant dans un silence apaisant tandis que l'Arc préparait le repas ou s'occupait du petit potager qu'elles avaient planté derrière le pavillon. Petit à petit, l'Arc avait desserré son étreinte sur sa cabane de montagne. Elle y passait encore la majorité de son temps. Les habitudes ont la vie dure, mais elle ne la voyait plus comme un rempart contre le monde. C'était désormais une demeure parmi d'autres, un ancrage, mais non une prison. Elle avait même osé 2 fois descendre à Seattle pour rendre visite à sa sœur. Ses voyages avaient d'abord été maladroits, après des décennies de solitude, la ville la désorientait. Mais Rose, patiente et douce, lui faisait découvrir des cafés tranquilles, des librairies anciennes, des ruelles bordées de fleurs où le bruit devenait supportable. Ensemble, elles marchaient le long du front de mer, dînaient chez Rose, parlaient de livres et de projets d'avenir jusqu'à tard dans la nuit. Tout n'était pas simple. Elles s'étaient disputées parfois sur la façon de restaurer le pavillon, sur l'idée de révéler ou non leur lien au reste de la famille, sur la meilleure manière d'honorer la mémoire de leur père. Rose voulait assumer au grand jour ce qui avait été caché, tandis que l'Arc craignait encore la fragilité de ce qu'elle reconstruisait. Finalement, elles avaient trouvé un équilibre, avançaient doucement, sans masque ni précipitation, laissaient leur lien grandir à son propre rythme. Par un matin clair de la fin mai, elles revinrent ensemble sur l'île, apportant avec elles quelque chose de nouveau.
Elles avaient commandé une petite plaque de bronze, simple, discrète, qu'elles voulaient fixer près de la porte d'entrée du pavillon. Rose la leva vers la lumière et lut à voix haute l'inscription gravée. Le pavillon des sœurs Mandenal. En mémoire de ceux que nous avons perdus. Dans l'espérance de ceux que nous avons trouvés. C'est parfait, murmura l'Arc. Elles la fixèrent ensemble, Rose tenant le métal bien droit pendant que l'Arc vissait les attaches. Quand ce fut fait, elles reculèrent d'un pas. Le soleil frappait la plaque, et les lettres semblaient briller comme un serment. Nous l'avons vraiment fait, dit Rose avec émotion. Nous avons transformé son secret en quelque chose de bon. Oui, répondit l'Arc doucement. Nous l'avons fait. Le reste de la journée se déroula dans un calme heureux. Elles suspendirent les derniers rideaux, rangèrent la cuisine, posèrent des livres sur les étagères qu'elles avaient construites de leurs mains. Puis, en fin d'après-midi, elles prirent le sentier menant au cairn au centre de l'île, ce monticule de pierre qu'elles visitaient à chaque retour. L'hiver avait passé, rude et long, mais le cairn tenait bon. Le vent l'avait poli, la neige l'avait recouvert, et pourtant il demeurait solide. La photo et les plaques d'identité militaire y reposaient encore, protégées sous les pierres. Rose s'agenouilla. Lors de sa dernière visite, elle avait ajouté un souvenir, une fleur séchée de la roseraie de leur mère, qu'elle gardait entre les pages d'un livre depuis 30 ans. Elle la toucha du bout des doigts, émue. Le panorama s'ouvrait devant elle, immuable le lac argenté, les montagnes bleutées, le ciel immense. Rose rompit le silence. Je pense beaucoup au pardon, ces derniers temps. J'ai longtemps cru que pardonner signifiait dire que ce qu'il avait fait était acceptable. Mais ce ne l'est pas. Et ça ne le sera jamais. Non, acquiesça l'Arc. Jamais. Rose hocha la tête. Mais je peux le pardonner tout en reconnaissant la blessure. Je peux laisser tomber la colère sans faire semblant qu'il fût un bon père. Il ne l'était pas. Mais il était notre père. Et nous avons survécu à ce qu'il était. Et ça compte. L'Arc la regarda longuement. Je pense souvent à la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait été plus courageux, dit-elle d'une voix lente. S'il t'avait reconnu, toi et ta mère. S'il avait été honnête avec la mienne. S'il avait choisi la vérité plutôt que le confort. Tout aurait été différent. Rose sourit tristement. Oui. Mais alors, peut-être que nous ne serions pas ici, toi et moi, en train de bâtir quelque chose de nouveau. Peut-être que le seul bien né de ces erreurs, c'est que nous nous soyons trouvés dans leur décombre. L'Arc haussa les épaules, un demi-sourire aux lèvres. Ou peut-être que nous nous serions trouvés quand même, dans une meilleure version de cette histoire. Elles prirent le chemin du retour tandis que le soleil déclinait, drapant l'île d'une lumière dorée. À l'intérieur du pavillon, elles allumèrent un feu dans la cheminée restaurée, s'enveloppèrent dans des couvertures et s'assirent côte à côte sur le vieux canapé que Rose avait apporté de chez elle. Les flammes dansaient, projetant sur les murs de longues ombres paisibles. « Je suis heureuse que tu sois ma sœur, » murmura Rose. « Et moi, heureuse que tu sois la mienne, » répondit l'Arc. Le feu crépitait, le lac murmurait contre la berge, un hibou lança un appel lointain. Le pavillon, autrefois symbole de secret et de honte, les enveloppait maintenant d'une chaleur protectrice. L'Arc songea à la question que Rose lui avait posée des mois plus tôt, partirait-elle un jour de sa montagne? Elle n'avait toujours pas de réponse précise, mais elle savait désormais que partir ne signifiait pas abandonner. Qu'on pouvait aimer la solitude sans renoncer au lien. Que la famille n'était pas nécessairement une cage. Certaines blessures ne guérissent jamais tout à fait, pensa-t-elle, elles cessent simplement de saigner. On apprend à vivre avec les cicatrices, à raconter leur histoire sans qu'elles définissent tout ce qui vient après. Leur père avait porté les siennes en silence, jusqu'à ce qu'elles infectent tout ce qu'ils touchaient. Mais elles, Rose et elle, avaient choisi la lumière. Elles avaient ouvert leurs plaies à l'air du jour, les avaient nettoyées, pensées, laissées enfin cicatriser. Cela n'effacerait pas les pertes, mais cela suffisait peut-être pour bâtir autre chose. Quelque chose de neuf. De vivant. Rose s'appuya contre elle, la tête posée sur son épaule. « Tu restes demain, hein » demanda-t-elle d'une voix somnolente. « Oui » répondit l'Arc doucement. « Je reste. » Et dans cet instant suspendu, sur cette île du secret, deux sœurs demeurèrent enlacées dans un silence qui n'était plus vide. Le passé reposait derrière elles, toujours lourd, mais désormais partagé. L'avenir s'ouvrait devant elles, incertain, mais débarrassé de solitude. Dehors, le lac reflétait les étoiles,
la forêt respirait son rythme ancien, et le monde tournait, imperturbable. Mais ici, dans ce lieu arraché à l'ombre, il y avait enfin la paix. Et Lark sut, au plus profond d'elle-même, que cette paix, fragile et précieuse, valait plus que tout.